Bonsoir à tous, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Merci et bienvenue si vous nous rejoignez. Au menu ce soir, la célébration des 75 ans du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, le secrétaire exécutif du plus vieux parti du pays, professeur Maurice Kakogi-Kawe, est notre invité. Il répondra à nos questions dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission, nos analystes analyseront la formation du nouveau gouvernement. L'équipe HI1 dévoilée cette semaine. Et enfin, nous évoquerons la situation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il semble ne plus avoir aucun obstacle à leur retour. Décryptage à suivre. Voilà pour le sommaire de ce 360. Et pour la première partie, je reçois pour vous, chez vous, le professeur Maurice Kakogi-Kawe, secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Maurice Kakogi-Kawe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi en plateau pour cette première partie, Félix Boni, il est journaliste éditorialiste. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Enfin, Élisée Bologbe, qui est lui aussi journaliste éditorialiste. Et Arthur Banga, historien, analyste politique. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali, bonsoir professeur. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, a lancé hier la commémoration de ses 75 ans. À l'occasion, des militants ont été faits grands officiers dans l'ordre du Bélier, occasion pour le président du parti, l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié, de se prononcer sur plusieurs sujets d'actualité, notamment le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qu'il souhaite dans les meilleurs délais. Un sujet de Salif Yalekwe avant d'ouvrir les débats. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié, a appelé samedi le gouvernement ivoirien à favoriser le retour au pays de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans les meilleurs délais. L'ex-président de la République s'exprimait au siège de son parti à l'ouverture de la célébration des 75 ans du parti en présence d'autres partis politiques de l'opposition. Je me réjouis avec vous et avec tous les Ivoiriens de l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Je souhaite que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour favoriser leur retour en Côte d'Ivoire dans les meilleurs délais et dans des conditions sécurisées. Des militants ont été faits grands officiers dans l'ordre du Bélier lors du lancement de la commémoration des 75 ans du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne. La commémoration de ces 75 ans sera marquée par la suite d'activités dont des séminaires éclatés à travers le pays et qui permettront d'orienter les actions du parti en vue de la conquête du pouvoir d'État en 2025. Professeur Maurice Kakogi-Kawe, comment se porte le PDCI-RDA à l'heure où le parti célèbre ses 75 ans? Le PDCI-RDA se porte bien. Très bien. Alors, à la faveur de cette commémoration, vous et le président Henri Konan Bédié avez insisté sur la nécessité de remettre en cause le fonctionnement des instances dirigeantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Non pas de remettre en cause. Nous avons pensé qu'il était temps d'avoir un temps d'écoute et de réflexion profonde pendant 6 mois. Parce que quand vous êtes en action à un moment donné, il faut s'arrêter, réfléchir, faire le point et réorienter les activités vers l'objectif que nous sommes assignés. C'est des constats qui ont été faits. On n'a pas dit que tout a été négatif, mais il y a des aspects où nous devons nous améliorer. D'ailleurs, le président, dans son adresse, a tracé les sillons. D'abord, il a dit qu'il faut remobiliser toutes les composantes du parti. Ensuite, impliquer et responsabiliser le maximum de personnes, renforcer, améliorer la démocratie interne. Et puis, faire la place de plus en plus à des cadres compétents et à des jeunes. Donc là, la voie est tracée et il a orienté un peu la réflexion qui va se faire sur une période de 6 mois. Très bien. Monsieur? Oui, Arthur? La première réaction que j'ai envie de dire, monsieur le ministre, dire qu'aujourd'hui le PDCI va bien, pour moi, c'est une exagération. Voilà. Le PDCI est un parti qui a bien résisté, qui résiste bien. Une soixantaine de députés, essentiellement coincés dans le Vébaoulé.
quelques pics à Abidjan, une belle victoire, 2 belles victoires, je pense, vous à Gagnois et Maurice Kakoukikawe, et Jean-Louis Billon à Dabakala. Mais le PDCI a disparu de la carte électorale, de la carte de certaines régions. Je prends le Sud-Comoé, le Gontougo, le Boukani, le Tonkpi. Il y a des régions où le PDCI n'a même pas de candidat. Et quand on arrive à cette situation-là, dire que le PDCI va bien, j'ai envie de vous demander, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce que vous ne voyez pas que cette analyse déjà force la suite? Parce que si on ne fait pas le bon diagnostic, puisque vous êtes médecin, on ne peut pas avoir les bons remèdes. Et dire que le PDCI va bien aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas le bon diagnostic. On laisse le professeur réagir. Bon, vous savez qu'un parti politique, c'est une association privée de personnes qui ont une même vision pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Vous dites que nous avons une soixantaine de députés. Oui, il y en a 65, mais il ne faut pas exagérer. Nous sommes dans l'ouest du pays. Nous avons 23 députés depuis la région de San Pedro, Tabou, jusqu'à la région de Diglo. Donc, on n'est pas cantonné dans le Vé-Baoulé. Et comme je le dis souvent, la candidature est une volonté personnelle. C'est pas parce que dans une région, il n'y a pas de candidats, qu'il n'y a pas de militants. Mais il faut des personnes qui veulent être candidats d'abord, avant que les militants ne se mobilisent. Sinon, je peux dire qu'il n'y a pas une portion de terre en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de militants du PDC-RDA. L'implantation est bonne. Maintenant, comment on fait pour qu'il y ait des candidats, pour qu'ils gagnent des élections? C'est ce que nous sommes en train de regarder. Mais je peux vous citer, il y a des partis qui existaient, qui avaient beaucoup de députés, mais qui se sont retrouvés avec une dizaine de députés. N'oubliez pas que le PDC a subi un coup d'État en 1999. Et quand vous prenez l'histoire contemporaine des pays, tous les partis politiques qui ont subi des coups d'État reviennent difficilement. Donc le PDC est une exception. Aujourd'hui, c'est le premier parti de l'opposition en Côte d'Ivoire. Donc je peux dire que le PDCI va bien. Je n'ai pas dit va très bien. J'ai dit le PDCI va bien. Très bien. Alors, professeur, je voudrais vous poser la question de savoir comment vous vous sentez dans cette alliance, alors que vous êtes un parti de droite avec cette alliance avec le FPI, FPI tendance Gore, qui est un parti de gauche. Et les idéologies, on en fait quoi, professeur? Même l'histoire avec Houphouët-Boigny, parce que le RAGP serait... Alors, vous n'allez pas parler tous ensemble. Il a posé une question précise au professeur. Je voulais revenir sur un point. Allez-y, professeur. Vous voyez, le PDCI a mis en place les fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Il y a un modèle économique. Le président Laurent Gbagbo était de gauche. Il a fait 10 ans. Est-ce qu'il a changé le modèle économique? Non. Il n'a pas changé le modèle économique. Donc ici, ce n'est pas une alliance idéologique. C'est un rassemblement de partis politiques qui ont un objectif précis, aller à la réconciliation et concourir à l'instauration d'un état de droit. Que vous soyez de droite ou de gauche, pour se réconcilier, pour être dans un état de droit, il n'y a pas d'idéologie particulière. Mais je peux dire que la Côte d'Ivoire est un cas particulier. On peut aller plus loin tout à l'heure si vous posez les questions. Mais pourquoi je disais que le PDCI va bien? Le PDCI, il est né dans un environnement politique concurrentiel en 1946. 14 ans plus tard, il a conduit tous les autres partis politiques à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à la libération des Ivoiriens. Il a géré le pays pendant 40 ans. Il a mis les fondamentaux qui font que le pays résiste. Pour l'instant, les autres qui viennent ne font qu'élargir. On ne peut pas être statique. Mais les bases que le PDC a mises pour ce pays sont des bases solides. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème idéologique parce que le choix économique, la pensée, rien n'a changé. Les gens même parlaient de refondation, mais quand vous faites le point de la gestion, on est resté sur le modèle économique du PDCI-RDA. Donc, l'alliance, ça ne gêne pas. Ce n'est pas une alliance idéologique, c'est pas aller à la réconciliation et puis contribuer à l'instauration d'un état de droit. Élisée? OK. Monsieur le secrétaire exécutif, comment peut-on parler de réconciliation quand on a peine
a déjà s'accordé au sein de l'opposition pour avoir des candidatures dans pratiquement toutes les zones de la Côte d'Ivoire. On a vu que vos échanges n'ont pas forcément porté les fruits escomptés, puisqu'on a vu des candidatures qui ont été des candidatures d'ensemble. Vous parlez de candidatures, vous faites allusion aux législatives. Mais on a vu qu'il y avait des candidatures qui ont été des candidatures individuelles. On a même vu certains qui étaient dans la coalition qui sont même retirés parce qu'ils estimaient qu'on ne leur faisait pas la part belle ou du moins qu'on les excluait un peu dans le choix des candidats. Comment peut-on parler de réconciliation quand on a du mal déjà à s'accorder même au sein d'une coalition politique ou d'une coalition de groupement politique? Bon, en fait, tout ce qui doit durer est difficile à mettre en forme. C'est normal, c'est un début. Et hier, dans le discours que le président Bédié a prononcé, il a dit quoi? Il dit nous allons travailler sans relâche, faire encore des efforts pour que la coalition que nous constituons dans le cadre de la réconciliation puisse marcher. C'est vrai, il y a eu des ratés, mais on ne peut pas s'arrêter là. C'est une première expérience. J'admets, je l'avoue que les choses n'ont pas été comme on l'aurait souhaité sur les rails, parce qu'il y a des ambitions. Il y a d'abord les enjeux, mais il y a des ambitions personnelles. Mais il faut travailler. Il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté. Il faut vaincre les difficultés, les obstacles, pour avoir son objectif. Mais nous croyons à la réconciliation et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Très bien. Félix Bonnet. Monsieur le ministre, j'allais parler un peu de diagnostic, mais comme nous sommes sur la coalition, je voudrais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché de sorte que le porte-parole de la coalition n'ait pas pu faire partie de votre coalition pour aller aux élections législatives passées, c'est-à-dire le Afi-N'Guessan et son parti. Ça dit que la coalition est basée sur deux entités que sont le FPI pro-Gbagbo et le PDCI, et les autres étaient juste des failles. Non, les autres existent. Je reprends. Dans les discussions, il y a eu des malentendus. Il y avait des ambitions personnelles. Donc, on peut faire comme on n'a pas dit que les élections législatives ont été une épreuve pour tester notre capacité. On a vu les difficultés, mais on veut aller de l'avant et la coalition n'est pas cassée. Si je peux me permettre, quelles sont les leçons que vous avez tirées de ces législatives? Mais elles sont nombreuses. C'est-à-dire que si on avait fait l'unité, qu'on avait gardé les premiers accords qui, comme le dit tout à l'heure le journaliste, qui ont été défaits dans certaines zones, on aurait eu plus de députés. Donc cela veut dire qu'il faut travailler encore plus. Et au fur et à mesure qu'on va cheminer, les ambitions vont s'estomper et les gens comprendront que quand on pense avoir quelque chose, ce n'est pas obligatoirement vrai. Il faut aussi écouter les autres. Mais c'est un début et ça n'a pas été ridicule parce que quand on fait le point, ça fait à peu près 85 députés. Mais pas mal. Professeur, avant la présidentielle d'octobre 2020, on avait enregistré une union sacrée de l'ensemble de l'opposition ivoirienne. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'opposition, elle existe encore. Quand on a lancé les invitations pour notre anniversaire, beaucoup de partis politiques de l'opposition ont répondu. Et je reprends, le président a fait exprès d'en parler. Il faut faire encore des efforts. Il faut travailler sans relâche pour maintenir la cohésion de l'opposition. Et nous allons réussir. Allez. Oui, Arthur. Monsieur le ministre, il y a quelque chose que le PDCI réussit bien, quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans le discours du président en économie, c'est ce recours à l'histoire, aux belles heures du PDCI, aux valeurs. Et d'ailleurs, on le voit continuer à magnifier des militants. C'est quelque chose que vous savez très bien faire, on a l'impression. Mais justement, à part ces heures de gloire, on a l'impression, depuis quelques années, que le PDCI ne trouve pas la bonne stratégie, ne trouve pas la bonne équation. Allons justement aux derniers événements, aux élections d'octobre 2020. Le PDCI fait une convention que tout le monde trouve extraordinaire, avec une mobilisation de ses militants exceptionnelle à Yamoussoukro, avec un programme. D'ailleurs, tout le monde, on était encore sur ce plateau, qu'on était tous heureux d'entendre enfin le PDCI parler programme. Et en 2 semaines, le PDCI, sans consulter ses militants, parce qu'aucun bureau politique, aucun congrès, décide de ne pas aller aux élections, pour des motifs, même processus, décide de créer un CNT sans consulter ses militants, et les mêmes problèmes existent, on retourne aux législatives. On a l'impression que depuis quelques années, les militants ne voient pas clairement l'objectif qui est fixé par le PDCI. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez leur expliquer ou expliquer pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps entre un parti qui prépare une convention, qui mobilise ses militants,
et qui, sans les consulter, décident de ne plus y aller. Excusez-moi de ne pas aborder dans ce sens, ne pas répondre à la question. Justement, c'est ce que vous reprochez, c'est l'objet de ces réflexions que nous allons faire pendant 6 mois. C'est ça. Mais ce que vous oubliez, pour organiser des élections, il faut un organe qui puisse organiser les élections. Pas sans aller plus loin. Cet organe n'existait pas, n'était pas dans les normes. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris des ordonnances qui n'ont pas été respectées. Mais pour aller au législatif, ce que vous passez sous silence, la CEI a été reprise. Ça a été repris. Même si on n'a pas fait l'audit de la liste, si on n'a pas fait, mais la CEI même a été reprise comme on le souhaitait. Alors qu'il y avait eu un blocage avant l'élection, avant le 30 octobre. Mais pour aller au législatif, on a repris la CEI. Ça, il ne faut pas passer ça sous silence. J'ai envie de demander... Et que si la CEI était restée dans le même état, je ne suis pas sûr qu'on serait parti aux élections. La CEDEAO avait obtenu... Il n'y a pas de CEDEAO. La CEDEAO avait obtenu du gouvernement à l'époque que le PDCI retrouve, que l'opposition retrouve des sièges. La CEDEAO avait accepté que l'opposition... même la rediscussion des commissions électorales locales. Donc, quelle est la différence entre ce que la CEDEAO a proposé avant les élections et ce qui a été fait après? On était à une semaine des élections. Et la CEDEAO n'a pas proposé à la rencontre où la CEDEAO a parlé. L'opposition n'y était pas. Il n'était pas question que nous ayons une réunion. Non, il faut... Dans tout cela, nous allons tout reprendre. Parce que, vous savez, nous sommes les acteurs. Nous n'agissons pas au hasard. Le président Bédié, c'est une personnalité, ancien président de la République, qui sait où on va. Donc, on n'agit pas sur des coups de tête. C'est parce que les conditions n'étaient pas réunies. Très bien. Alors, professeur, je voudrais vous poser la question. Encore, je reviens sur l'idéologie. Pour dire que vous êtes un des fils de Houphouët-Boigny, vous avez d'ailleurs été son médecin. Et vous savez que le parti avec lequel vous associez maintenant était un parti qui a combattu Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que vous pensez, j'ai une question à 2 volets, est-ce que vous pensez que de là où il est fier de vous, que vous associez avec des gens qui ont passé tout leur temps à le combattre? Ensuite, la deuxième question, vous avez dit que le président Bédié a proposé que l'on fasse des réformes et que l'on donne la place aux jeunes. Et vous, professeur, quand vous rasez le matin, est-ce que vous pensez quand même à être président de la République? Non. La question n'est pas encore ça. Vous dites que l'autre parti a des difficultés. Il faut d'abord les régler avant de penser être président de la République, parce qu'on est élu par des électeurs. Donc ça, ce n'est pas la question, n'est pas à l'ordre du jour. Mais je vais vous dire, parce que moi j'ai été proche du président Houphouët. Quand Gbagbo est revenu d'exil, que le président l'a reçu, il a dit quoi? Tu me ressembles quand j'avais ton âge. Et chaque fois le président Gbagbo disait, il reprend la lutte où le syndicat agricole africain l'a laissé. Donc nous étions un mouvement, nous sommes un mouvement de droite ou de centre-droite, mais qui a un social le plus ardu. Le PDCI, c'est un mouvement. C'est la raison pour laquelle tout le monde se retrouve dans le PDCI. C'est comme ça que le PDCI a été bâti. Ce n'est pas sur une base d'une idéologie pure. Vous savez, il y avait le syndicat agricole, il y avait le groupe d'études communistes, il y a des mouvements divers qui se sont rassemblés avec 34 personnes à l'Étoile du Sud pour créer le PDCI-RDA. Vous savez que notre organisation tire son action du centralisme démocratique. Donc, le PDCI le président a choisi le libéralisme économique, mais dans la gestion, c'est quand même, je ne dis pas un homme de gauche, mais c'est un mouvement qui balaie un peu la sphère, parce que le PDCI n'est pas tranché gauche-droite. Voilà. Allez, juste pour finir, est-ce que vous savez que le président Gbagbo avait dit dans une de ses phrases que lorsqu'on se noie, on peut même s'accrocher à un serpent, le temps qu'on sorte de l'eau et qu'on reprenne le bâton. Et vous pensez que quand Gbagbo reviendra, il sera avec vous? On verra. Oui, Félix. C'est le futur. Je voudrais aborder la question du diagnostic que vous voulez amorcer pendant les 6 derniers mois. Les 6 prochains mois, autant pour moi. Professeur, vous avez eu un thème lors du dernier congrès, le congrès de 2013, qui le thème a été renouveau, rajeunissement et renaissance. 8 ans après, quand vous faites le point, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que le PDCI a fait pendant ces 8 ans? Est-ce qu'il y a eu un rajeunissement? Et est-ce qu'il y a vraiment une renaissance? Parce que la Côte d'Ivoire compte 70% de jeunes
Aujourd'hui, quand on regarde un peu la configuration du PDCI qui a 75 ans, on a beaucoup de personnalités de ce parti qui avoisinent les 75 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que cela plombe quand même le parti et lui fait perdre du terrain, comme c'est le cas dans les constats qu'on a fait au départ? D'accord. Effectivement, nous avons exécuté le thème de notre congrès. Aujourd'hui, nous avons près de 2000 membres au bureau politique, dont 60% sont dans les 55 ans. On a rajeuni. Et le comité des sages, qui était à 90-100 personnes, est passé à 500 personnes. Donc les personnes d'un certain âge ont été nommées au comité des sages. Et le bureau politique, il y a beaucoup de cadres et de jeunes. Vous prenez le secrétariat exécutif. Il y a beaucoup de jeunes. Les délégations sur le terrain. La moyenne d'âge aujourd'hui des délégations, des délégués départementaux communaux, c'est entre 50 et 55 ans. Donc le rajeunissement est fait. Au secrétariat exécutif, il y a des personnes qui n'ont même pas encore 40 ans. Donc, peut-être que vous ne le sentez pas. Par exemple, vous, quand vous nous voyez... Moi, j'ai été président du MESI en 1979. Donc, quand vous me voyez, ouais, je dois avoir 85 ans. Mais parce que c'est la durée, vous me voyez souvent, mais quand vous voyez mon âge, je ne suis pas aussi très âgé que cela. Et il y a des personnes comme ça au PDCI RDA. Donc, effectivement, nous avons fait le rajeunissement. Et les responsabilisations existent. Professeur, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut mettre un peu plus de jeunes à la lumière? Très bien. C'est la question. Pour donner justement cette perception dans l'opinion publique et chez les jeunes même du PDCI que finalement, ils occupent bien des places de premier plan. Oui. Bon, mais les jeunes existent, il y en a au secrétariat, ils sont en lumière, mais comme c'est une critique qui vient de l'extérieur, j'en prends acte. Très bien. Ali, s'il te plaît, justement, moi je veux dire quand même que le PDC est finalement le seul parti, à avoir... Je pense que l'expérience est une force. Donc, on ne va pas vous reprocher d'avoir des anciens. Je pense que c'est même la chance du PDCI par rapport aux autres partis. On est bien d'accord là-dessus, avoir cette chance-là, vous l'avez. Mais comme Ali Derasoba, c'est la première réflexion, on le dit aujourd'hui, les jeunes doivent être mis en lumière. Et on rate un peu le coche. Et il y a des jeunes de talent. Vous avez eu, elle est revenue au parti, a été élue comme plus jeune députée Yasmina. Il y a des gens comme Jean-Louis Billon qui réussissent à porter le parti quand même au nord du pays. Jean-Louis Billon, il est le secrétaire à la communication du parti. On a entendu dire par exemple que ces deux ont voulu être président du groupe parlementaire et ça ne s'est pas fait. Est-ce que ce n'est pas là raté, c'est pas un mauvais signal qu'on amène aux choses? Deuxième chose que je voulais dire, en plus, monsieur le secrétaire exécutif, vous réussissez des choses intéressantes dans ces élections. Malgré tout, vous êtes la première force de l'opposition aujourd'hui. Mais finalement, on a l'impression, quand on voit certains agissements, que le PDC ne capitalise pas assez sur ses acquis. Par exemple, passer 6 mois à faire des séminaires, alors qu'il y a de la remobilisation à faire, on a l'impression souvent que vous gagnez du temps et vous ne mettez pas en évidence ces jeunes. Et dernière question dans cette folie, est-ce que vous vous imaginez que Henri Konan Bédié aura 91 ans en 2025 et qu'à 91 ans, il est peut-être temps que le PDCI essaie de penser à l'avenir, à l'après-Bédié? Vous ne pensez pas ça regarde le PDC. Mais ce que je voulais vous dire, la réflexion n'exclut pas l'action. Pendant que nous allons réfléchir, c'est des moments de remobilisation. Ce n'est pas des séminaires classiques que nous faisons. Et nous avons dit dans nos adresses, et le président l'a dit, il faut remobiliser toutes les composantes. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit que ces temps de séminaire qui durent 3 mois, en fait, seront des occasions de remobilisation avec des visites de la direction, appuyées par des visites de la direction du parti. Donc nous allons réfléchir. Ce que je peux vous dire, le PDCI a décidé pendant 6 mois, 3 mois à la base et 3 mois après, qui vont se terminer par un colloque qui va préparer un bon congrès, justement. Parce qu'en général, les congrès, quand on y va, l'élection du président domine la réflexion. Donc nous sommes en train d'amorcer la réflexion vraiment de façon calme. Donc nous allons donner tout à la base, pour que la base s'exprime, comme vous nous l'avez reproché, pour que la base s'exprime. Mais à cette période, à ce moment, à cette même période, nous allons mobiliser nos militants, ça c'est clair. D'ici octobre, ce ne sera pas la même chose que maintenant, parce qu'on a dit qu'il fallait remobiliser nos militants. Donc vous pouvez être tranquille là-dessus.
Ça ne vous effraie pas que Henri Konan Bédié ait 80 ans en 2025, 91 ans en 2025. Mais nous souhaitons qu'il ait 80 ans, qu'il dure le plus longtemps. Qu'il dure le plus longtemps. Après, on décidera lui-même, il a sa décision, et puis le PDCI décidera. Très bien. Alors, il a dit, ça regarde le PDCI-RD, on ne va pas aller plus loin. Monsieur le secrétaire exécutif, vous me permettrez de revenir sur cette parenthèse du CNT, du Conseil national de transition. Aujourd'hui, honnêtement, vous êtes assis devant les Ivoiriens. Quel bilan faites-vous de cette période, dans un premier temps? Et que répondez-vous à ceux qui vous reprochent à vous personnellement et à l'ensemble de l'opposition d'avoir mal négocié cette période? Certains même estiment que votre non-reconduction en tant que président du groupe parlementaire PDCI en est la conséquence. Bon, vous tirez des conséquences rapides. En ce qui concerne le groupe parlementaire, il y a eu deux idées qui se sont affrontées. Des personnes qui ont dit que politiquement, c'était bien que le secrétaire exécutif étant à l'Assemblée, il soit président du groupe parlementaire comme il était. Et d'autres personnes qui ont dit qu'il faut élargir pour responsabiliser le maximum des cadres. Et c'est la tendance de l'élargissement, comme le président l'a dit, même impliqué. C'est une répartition des tâches. C'est donc, il n'y a pas de drame à cela. Le choix a été fait de faire la répartition des tâches pour éviter ce qu'on appelle, même si ce n'est pas la même chose qu'on appelle les cumuls. Voilà, c'est tout. Donc, le groupe parlementaire, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une question de répartition des tâches. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous posez comme sénateur, on aura le débat interne et vous aurez les résultats. Très bien. Professeur Maurice Kakogi-Kaoué, on vous avait vu dans le mois de janvier, me semble-t-il, aux côtés de Feu Ahmed Bakayoko. C'était l'une de vos premières apparitions en public en début d'année. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le pouvoir? Bon, mais nous étions partis, après ma sortie de prison, voir le Premier ministre pour dire que, sur l'instruction du président du parti, justement, pour dire qu'un certain nombre de points avaient été arrêtés dans le dialogue politique. Donc, il fallait, indépendamment du point concernant les élections législatives, il fallait avancer sur d'autres points. Nous avons fait un tour d'horizon, il avait pris de grands engagements, malheureusement, et nous le regrettons. Il nous a quittés, on le regrette sincèrement. L'opposition, vous savez, dans un pays, la majorité gouverne et l'opposition s'oppose. Il appartient à la majorité de créer les conditions pour que le climat soit apaisé et pour une collaboration. Donc ça ne doit pas venir de nous, ça doit venir de la majorité. Donc les offres sont là, le dialogue politique a été ouvert, donc nous l'appelons de nos voeux. La rencontre entre les grands, le président Bédié, le président Ouattara, le président Gbagbo, étant souhaitée, nous sommes toujours dans cette dynamique de dialogue politique pour que tous les points qui avaient été élaborés soient réglés et qu'on avance. Et le président, hier, dans son allocution, a dit encore qu'il faut créer un climat apaisé. Donc nous sommes dans cette dynamique. Mais il appartient au pouvoir et à la majorité de créer les conditions d'un environnement. Très bien. Alors, parlant du pouvoir, cette semaine, le nouveau gouvernement a été dévoilé. Est-ce que le PDCI-RDA était ouvert, par exemple, à un gouvernement d'union? Nous n'avons pas été sollicités. Mais si ça avait été le cas? Oui, mais on ne l'a pas fait. Donc, je ne peux pas parler de ce qui n'a pas été fait. Mais professeur, vous avez dit dans la presse que, professeur, dans la presse que si on vous sollicitait, vous veniez... Je dis, on va aviser. Donc on n'a pas encore avisé. Donc, vous n'étiez pas fermé à cela? Non, j'ai dit, si on nous sollicite, on avise. Très bien. Je n'ai pas dit si on est fermé ou ouvert tout, mais j'ai dit on va aviser. Très bien. Arthur? Plus largement aujourd'hui, au-delà, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, la sortie du RHDP, comment vous l'analysez aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui a été bénéfique ou contre-productif pour le PDCI? C'est la première partie de ma question. La deuxième partie, c'est justement, vu les accointances idéologiques, vu le commun historique, et vu aujourd'hui que quelqu'un comme Patrick Hachi, qui est de l'école, de votre école, est Premier ministre, est-ce qu'on peut imaginer un jour, dans un futur proche, un retour du PDCI au RHDP? Bon, vous dites de faire le bilan de nos sorties. On n'a pas à réfléchir et on n'a pas à dire c'est mauvais ou c'est bon. C'est une question de principe. Tant que le RHDP était un groupement politique, le PDCI n'avait aucun problème. C'est quand il a été décidé
de dissoudre les partis pour créer un parti unique qui s'appelle RHDP, que le PDCI s'est retiré, parce que le PDCI ne peut pas être dissous. Et il y a une phrase capitale que le président Bédia a prononcée lors des 70 ans. Il dit, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas dissoudre le PDCI. 70e anniversaire devant l'Étoile du Sud. C'est une phrase importante. Donc le PDCI n'a pas accepté la dissolution. C'est tout. Le PDCI n'a pas dit qu'il ne voulait plus du RHDP. Tant que le RHDP était un groupement politique, nous, il n'y avait aucun problème. Mais c'est quand il s'est agi de dissoudre les partis politiques pour créer un autre parti à la place que le PDCI a dit non, pas de dissolution du PDCI-RDA. Voilà. Pourtant, dans le manifeste que le président Henri Konan Bédia avait signé, il a signé un manifeste quand même pour le parti unifié, dans lequel c'était clairement dit qu'on devait aboutir au parti unifié. Jusqu'à ce que chacun renonce à son identité. C'est écrit. Il faut lire toute la phrase. Vous avez l'impression que les autres n'ont pas renoncé à leur identité? Non, le PDCI n'a pas voulu renoncer à son identité. La question de la candidature n'était pas un problème aujourd'hui? Pas particulièrement. Professeur, monsieur le secrétaire exécutif, dans un de ses discours, le professeur Alphonse Didier Madi disait, et je m'en souviens encore, que c'est Houphouët qui conseillait, le président Félix Houphouët-Boigny, qui conseillait que lorsque un fils n'était pas content et qu'il partait de la maison, de ne jamais refermer la porte derrière lui, parce qu'il pouvait venir tard dans la nuit, et s'il venait et que la porte était fermée, ça allait être compliqué pour lui. Donc, il fallait toujours rester ouvert. En le disant, je voudrais en venir à ce qui suit, en fait. C'est vrai qu'on sait que vous étiez très alliés avec le RHDP, avec le président Ouattara et son camp. Est-ce qu'il y a cette possibilité envisagée qu'un jour, vous puissiez vous retrouver à nouveau? Ou, dans l'état actuel des choses, c'est même pas quelque chose d'envisageable? En politique, il ne faut jamais dire jamais. OK. Et au point a dit, il faut laisser la porte ouverte. Mais si la porte est ouverte, il faut que la personne revienne. Notre porte a toujours été ouverte. Mais ça dépend de ce que les gens sont partis chercher. Donc, sinon, nous sommes ouverts. C'est de part et d'autre, professeur. La porte est aussi ouverte de l'autre côté. On vous appelle aussi à rentrer. Non, mais non, j'ai exprimé clairement que le PDCI n'est pas pour sa dissolution. Ça, c'est le postulat de base. Il n'est pas pour sa dissolution. Si on comprend ça, qu'on fait tous les arrangements, toutes les organisations, peut-être on peut réfléchir. Mais le PDCI n'est pas pour sa dissolution. Dans l'état actuel des choses. Oui, maintenant, jusqu'à longtemps, on veut dépasser les 100 ans. Alors, vous imaginez qu'un parti qui a pu avoir près de 3 quarts ou 2 tiers de sièges au Parlement puisse revenir encore au PDCI-RDA, je vais parler du RHDP aujourd'hui, et qui a pu gagner ces élections avec certains de vos cadres qui en font, j'allais dire, la dynamique. Non, mais les choses peuvent toujours changer. D'autant plus que les valeurs véhiculées par le PDCI restent éternelles. La paix, le dialogue, la tolérance, l'ouverture sur l'autre. Ce sont des valeurs immuables. Aujourd'hui, il y a une situation, mais elle peut changer demain. C'est pour cela que nous faisons ces réflexions pour aller de l'avant. Ce que vous dites, les 2 tiers, peut revenir au PDCI demain. Professeur, je voudrais poser... Kakabe a encore sa place au PDCI? Non, Kakabe, on attend le prochain congrès pour qu'il se prononce définitivement. Il a suspendu des activités du parti. Alors, professeur, je vous prends au mot sur la discipline du parti. Je vous prends au mot sur les valeurs. Je veux revenir un peu sur votre action pendant la campagne électorale 2020, présidentielle, à la présidentielle. Et vous avez vu qu'à la fin, vous avez été arrêté. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, en vous remettant en cause, que vous êtes allé très loin? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous voulez nuancer? Non, la désobéissance civile, c'est une action démocratique. C'est une action démocratique. Mandela l'a fait, Martin Luther King l'a fait, Gandhi l'a fait. C'est une désobéissance civile pacifique. Et même dans le passé, certains leaders ont lancé même le mot d'ordre de désobéissance civile. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous arrêtez? Est-ce que vous avez compris pourquoi vous arrêtez? Non, m'arrêter. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Vous voulez que je comprenne pourquoi m'arrêter? Oui, mais parce que si vous ne comprenez pas, vous allez peut-être continuer de commettre les mêmes erreurs. Peut-être c'est l'État qui vous a... On va laisser le professeur répondre à la question. Non. Donc je disais qu'on a fait la désobéissance civile pacifique. Voilà. C'est une forme d'expression démocratique. Est-ce que vous pensez qu'on peut empêcher légalement des élections de se tenir? Parce que quand vous dites empêcher par les moyens légaux,
Alors, moi, en fait, monsieur, bon, pour récapituler ce que vous dites, est-ce que, professeur, dans l'opposition ivoirienne, vous n'avez pas l'impression qu'il y a certains dirigeants qui ont poussé le verbe un peu trop loin? Est-ce qu'on n'a pas de regrets, par exemple? Bon, mais le moment de faire le bilan et de faire le discours, il est commun. Et le moment viendra. Parce qu'il faut faire le point. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les principales forces du PDCI? Sur quoi aujourd'hui le PDCI? Qu'est-ce que le PDCI peut dire à des jeunes cadres, à des jeunes Ivoiriens pour les séduire? Quelle est aujourd'hui la principale force du PDCI? Les principales forces du PDCI pour vous? Je dis que les valeurs existent. Et la paix, c'est important. On parlait de réconciliation. On a parlé de tolérance, l'ouverture sur les autres. Ce sont des valeurs importantes qu'il faut enseigner. Mais justement, au-delà des valeurs, on n'entend pas le PDCI, par exemple, sur l'éducation, sur le chômage. On ne sait pas vos solutions pour l'armée. Si on a beaucoup. Vous avez dit que vous avez lu le programme du président Bédié qui était très bon à la Convention. Donc tout y est. Mais au-delà de la... Tout y est. C'est par là que vous avez commencé. On avait un très bon programme, tout ça. Donc tout y est. Réalisez le programme et vous avez les solutions du PDCI. Mais au-delà du programme, le quotidien des Ivoiriens, comment est-ce que le PDCI s'implique dans le quotidien des Ivoiriens pour qu'on sache qu'il y a un parti politique quand même qui s'intéresse aux Ivoiriens? Bon, c'est le jugement de l'extérieur que vous faites. Et moi, mon principe, quand on fait un jugement de l'extérieur, j'enregistre. Pour vous suivre, pour aller un peu dans la même ligne, ce sera vos dernières questions. Oui, ça sera ma dernière question. Pour aller dans le même sens un peu, mais un peu plus loin, on a toujours remarqué en Côte d'Ivoire, notamment au niveau des partis d'opposition, lorsqu'il s'agissait de prendre la parole, c'était toujours pour des problèmes personnels, c'est-à-dire liés au parti. Mais ce n'était pas généralement des problèmes d'intérêt commun des citoyens. Je veux pour preuve, par exemple, lorsqu'il y a eu le rapport sur le PASSEC, on n'a pas entendu le PDCI dessus. Lorsqu'il y a eu certaines situations, en tout cas d'extrême importance en Côte d'Ivoire, concernant les citoyens, on n'a pas entendu le PDCI, ni les autres partis d'opposition dessus. À chaque fois qu'on a vu, ou on a entendu, ou on a assisté à une levée de bouclier, c'était pour dire, c'était très politique en fait. Traduit ma pensée. Qu'est-ce qui explique ça? Ça dépendait de l'environnement. Et à chaque environnement correspond un discours. Voilà. C'était le discours du moment. Mais le PDCI est impliqué dans la vie quotidienne. Alors, professeur, je voulais poser une question personnelle. La dernière? Oui, la dernière. Vous êtes professeur de médecine. Et on sait cardiologue. On sait très bien qu'en ce moment, il y a un problème dans les universités. Est-ce qu'on continue de donner des cours? Moi, je suis à la retraite depuis 2017. D'accord. Et surtout, pour les problèmes sociaux, combien coûte la baguette de pain, professeur? Ça a augmenté. Professeur Maurice Seko-Gikawe, alors vous êtes très proche du président Félix Houphouët-Boigny. Vous avez été son médecin. Certains même disent que vous en avez été un intime. Depuis le rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny, à ce jour, la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de crises. Aujourd'hui, les Ivoiriens nous regardent, ils vous regardent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter de sombrer encore une fois, pour aller dans le trou comme on l'a vécu dernièrement? Ouvrez le dialogue. Allez à la réconciliation. C'est ça. Il faut se parler. C'est tout. C'est pour cela que nous fondons beaucoup d'espoir dans le dialogue politique qui a été ouvert. Et nous pensons que le nouveau Premier ministre va prendre le dossier à bras le corps comme le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko l'avait fait. Il faut être ouvert. C'est pour passer le cap. Sortir des violences. Et vraiment rentrer dans un État démocratique, comme nous l'appelons de tous nos voeux. Merci. Et les crises, elles ne sont pas, c'est pas une fatalité. Les hommes peuvent avoir la hauteur de vue. Et aujourd'hui, c'est la position du président Arikouna Bédié, vu son expérience politique, sa sagesse, son âge, qui est un atout aujourd'hui, contrairement à ce que vous pouvez passer. Parce qu'il y a des choses que les jeunes auraient pu faire que lui, il peut ne pas faire. Parce qu'il en a déjà vu. Et il faut qu'on profite de sa présence, justement, pour mener à bout ce dialogue politique, pour qu'on passe ce cap et qu'on arrive dans un environnement apaisé, pour donner envie au cadre de faire de la politique. En politique, on ne doit pas avoir peur de mourir. On ne doit pas dire, ouais, on va me tuer, Non, ça, ce n'est pas politique. La politique est faite pour faire vivre les gens. Mais le verbe des hommes politiques en Côte d'Ivoire,
dans le lexique, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de violence dans le lexique de certains. Oui. Peut-être pas vous, mais dans le lexique de certains. Oui. Mais tout ça, ça se travaille. Et nous appelons ça de tous nos voeux. Pour encore citer le président, c'était la trame de son discours des 75 ans que renforcer la réconciliation pour aller dans un climat apaisé, passer la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que pour que le parti politique existe, il faut que la Côte d'Ivoire existe. Donc il faut concourir à l'existence de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pluriels, nous sommes diversifiés, et ça doit être une richesse pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Arthur, rapidement, vous vouliez... Justement, d'abord dire merci pour la présence du secrétaire exécutif et revenir sur ces valeurs que vous partagez, paix, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que sur ces derniers mois, le PDC, justement, n'a pas fait preuve d'assez d'ouverture, d'assez de tolérance, d'assez de... On nous reproche d'être parti vers la gauche, donc on est très ouvert. D'accord, très bien. Félix, rapidement. J'allais dire 75 ans après, quelle est la projection que le PDCI fait? Nous sommes encore à 4 ans des élections présidentielles, environ 5 ans encore, des élections présidentielles à venir. Comment est-ce que vous vous projetez déjà dans cette période? Nous faisons une projection pour aller à un centenaire. Donc cela veut dire qu'en 2046, on doit exister, mais dans de bonnes conditions. Donc c'est des cheminements qu'on va faire, il y a des obstacles qu'on va sauter, en commençant par 2025. Donc on va se préparer pour exister dans de bonnes conditions. Je n'ai pas fini ma question avec, je vais dire, avec la réduction de vos députés d'une centaine à maintenant à 50. À 65. À 65. Oui. Quelles sont les projections on va rebondir. Pour conquérir le pouvoir ou renforcer le parti? On a déjà fait un diagnostic à chaud, mais permettez que je ne le dévoile pas. Parce qu'on veut voir aussi le sentiment des bases, mais on va rebondir vite, hein, vous serez surpris. Très bien. Professeur Maurice Kakogi-Kawe, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de NCI 360. Merci en tout cas avec ce verbe chaleureux et très accessible qu'on vous connaît. Merci infiniment, on espère vous retrouver très bientôt pour d'autres émissions. Merci beaucoup. Alors, le nouveau gouvernement ivoirien est connu depuis mardi. Une nouvelle équipe forte de 37 ministres, dont 3 ministres d'État, 4 secrétaires d'État et 8 femmes. Liste dévoilée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. On enregistre 18 sortants du précédent gouvernement et 13 entrants. Les enseignements sur la nouvelle équipe gouvernementale dans ce sujet de Thiemé Dandjé et Eric Imon. Perron du palais présidentiel. Peu avant 12 h, le chef de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara, est sur les lieux. À ses côtés, le tout nouveau Premier ministre, Patrick Achi, et le secrétaire général de la présidence. Son apparition sonne la fin du suspense, celle de l'attente du nouveau gouvernement. Un baptême de feu du ministre Abdourahmane Cissé dans sa nouvelle fonction. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Patrick Jérôme Achi, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Au terme de l'exercice, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale est connue. Sur la liste, l'on note 37 ministres et 4 secrétaires d'État, soit 41 membres contre 47 dans la précédente. Alors que la précédente équipe disposait d'un seul ministre d'État, ce gouvernement comprend 3 ministres d'État, à savoir Kandia Camara et Adjumani Kobenan, promus respectivement aux affaires étrangères et à l'agriculture, et Téné Birahima Ouattara, intérimaire confirmé à la défense. L'équipe de Patrick Achi 1 enregistre plus d'entrées et de sortants. Ils sont en effet 18 à faire leur premier pas au gouvernement, quand 13 en sortent. Elle s'enrichit par ailleurs de la nomination de 8 femmes, dont une ministre d'État, 6 ministres de plein exercice et une secrétaire d'État, là où l'ancienne équipe en comptait 6 et 2 secrétaires d'État sur 47 membres. Comparativement au gouvernement Ahmed Bakayoko II, le tout nouveau a en son sein un ministre délégué aux Affaires étrangères, le diplomate chevronné Alcide Djedje et 4 secrétaires d'État dont 2 nouveaux, Clarisse Kayomaï et le colonel des douanes, Célestin Cérido. Autre observation, l'essentiel des ministres de la précédente équipe ne conservent pas leur portefeuille. Seuls 22 maintenus, 19 conservent leur département et 3 changent de poste. Il s'agit notamment de Désiré Anouloto qui passe à la fonction publique
Mariette Koné à l'Éducation nationale et Sidi Touré qui hérite des ressources animales et halieutiques. Notons que ce gouvernement remplace celui formé le 30 juillet par le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il est conduit par Patrick Hachi, nommé le 29 mars dernier. Voilà, messieurs, depuis cette semaine, la Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Nous en rejoint en plateau pour cette deuxième partie de l'émission, Dr Faye Florentine, universitaire, enseignante d'histoire et présidente du mouvement de soutien de femmes pour Laurent Gbagbo, l'ex-chef d'État. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Ambroise Tietier, journaliste éditorialiste, merci de nous avoir rejoints. Alors, première impression sur la formation de ce gouvernement, des surprises, des choses auxquelles vous vous attendiez, monsieur, madame? Oui. Déjà, moi, je suis content que mon patron soit encore au ministère du L'Intérieur. D'accord, très bien. Il a un patron là? Oui, bien sûr. Mais de façon globale, ouais, il y a eu quelques surprises et quelques belles choses. Je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Hein. On a vu des jeunes comme le ministre. La moyenne d'âge, c'est 50 ans, nous avons dit. C'est intéressant. Et puis, malgré tout, on a quand même 18 sortants pour 13 entrants. Donc, je pense que on a essayé, le président a essayé de changer des choses quand même. 18 sortants, c'est quand même assez important en nombre pour 13 entrants. Il y a aussi la réduction du nombre de ministères. C'est normal, quand on va en campagne, on n'a pas le même gouvernement que quand on veut commencer son mandat. C'est tout à fait normal, donc globalement. Félix? Effectivement, comme Mathieu l'a dit, 18 sortants, 13 entrants. C'est la première fois qu'on a un gouvernement remaniement en profondeur sous le président Ouattara. En plus de cela, il n'y a pas que des entrants, mais il y a également aussi des changements de poste. Et tout ça, ça va remettre totalement le gouvernement à un nouveau point de départ, ce qui fait que ça nous donne l'occasion de pouvoir juger ces ministres en action. Je le disais tantôt, il y a 2-3 semaines sur le plateau ici, qu'on n'a pas besoin de ministre pour venir s'asseoir dans un cabinet, s'asseoir dans un gros véhicule, avoir des gardes du corps pour dire « je suis ministre ». Mais un ministre, ça doit imprimer sa marque, ses empreintes sur le département qu'on vous donne. Si vous êtes un ministre pour faire des bitumes, il faut qu'on sente que depuis que je suis arrivé, un an après, j'ai pu avoir peut-être 200 km de bitume. Si je suis ministre de l'Environnement, il faut qu'on sente qu'on a commencé à avoir un peu plus de respirer un peu mieux, peut-être à Bobo, à Koumassi ou en tout cas quelque part. Mais il faudra que ces ministres qui sont là, parce que le Premier ministre l'a dit, c'est un gouvernement de mission et de combat. Et nous allons les suivre dans leur mission et dans le combat. Et on se réjouit surtout de l'entrée de beaucoup de jeunes. J'ai vu cette dame, la mairesse d'Ara, qui dit-on, à 43 ans, Seredo, 46 ans. Je pense que c'est un gouvernement qui donne à espérer parce que les jeunes n'auront pas le choix que de retrousser les manches pour essayer de mériter les postes. Absolument. Aristide, je vous fais réagir. Ce sera juste après cette petite pause. Nkenda, vous voulez réagir sur la composition de ce nouveau gouvernement? Oui, Alice, comme a dit Félix tout à l'heure, reprenant le Premier ministre, c'est un gouvernement de mission et de combat, mais surtout, c'est un gouvernement qui donne la place à la femme. C'est la première fois qu'on voit qu'une femme est ministre des Affaires étrangères. Ministre d'État. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et à côté d'elle, il y a donc le ministre délégué à l'intégration africaine et aux Ivoiriens de l'extérieur. C'est quoi l'intégration? L'intégration, c'est une notion économique. Et je crois que ce ministre est déjà en train de bosser à véritablement rendre son poste ministériel un poste économique, parce que l'intégration, c'est une notion économique. Ensuite, il y a le ministère de Bellemonde, Miss Bellemonde, qui est un ministère de la solidarité. Elle a été à l'autonomisation, elle revient à la solidarité. En ce moment, la solidarité est importante. Pourquoi? Parce que depuis 2017, le gouvernement a mis sur pied le PS-Gouv. Et vous avez bien vu qu'en 2010, c'était les solutions. Il fallait donc faire des routes, il fallait apporter de l'eau potable, il fallait refaire les universités. Mais à partir de 2015, le président a compris qu'il fallait un aspect social. Et donc la solidarité est très importante. Et vous voyez bien le glissement qu'il y a de celle qui était à la solidarité pour l'éducation, parce qu'elle est professeure d'université et elle connaît bien l'enseignement. Ce n'est pas que celle qui était là ne connaissait pas l'enseignement, puisqu'elle aussi est enseignante, mais c'est un grand professeur qui arrive à l'éducation nationale. On l'a vu, ce qu'elle a fait. Ensuite, la santé est importante. Vous savez, il y a 3 éléments hypostatiques, l'alimentation, la santé et la spiritualité. Mais au niveau de la santé, on fait venir quelqu'un qui était à l'Ageroute, parce qu'il a parcouru la Côte d'Ivoire, il a la carte. Justement, son profil a suscité des débats. On se dit, c'est parce qu'il maîtrise les infrastructures qu'on l'emmène à la santé, parce que justement, les infrastructures dans le secteur sanitaire ont besoin
Et il connaît bien la Côte d'Ivoire, et il connaît bien les problèmes qu'il y a. Donc, grosso modo... C'est juste parce que c'est un technocrate, eh bien, il pourrait faire l'affaire. En fait, je veux dire, dans la situation, il y a à chaque chose, il y a son avantage et son inconvénient. On peut avoir l'idée qu'un ministre de la Santé devait être un expert en santé. On peut avoir cette idée-là, avec l'avantage de connaître la santé, de connaître les solutions, mais avec l'inconvénient, peut-être, quand c'est comme ça, d'être très fermé. Parce que, à force d'être expert et de connaître des dossiers, vous avez souvent l'impression d'avoir quelqu'un de fermé qui n'a confiance qu'en ses solutions. L'inverse, quand vous avez un ministre, pas forcément au fait de la santé ou du dossier, hein, on peut prendre n'importe lequel, qui arrive, lui, il a l'avantage de connaître la Côte d'Ivoire, donc de l'avoir traversé, d'avoir quand même la réalité du terrain. Mais dans le choix des solutions, on peut avoir quelqu'un de plus ouvert, hein, à plus de propositions, à une autre façon de faire, que quelqu'un qui est renfermé dans son domaine de santé. C'est pour ça aussi que les cabinets ça peut être un sont avantage. Composés de plusieurs compétences. Je vais vous donner un exemple. Hein. L'un des plus beaux ministres des Affaires étrangères en France, c'était Philippe Douste-Blazy, qui est médecin. Voilà, donc, parce qu'il est arrivé avec justement ce saut dans le domaine, voilà, qui apporte un nouveau regard, une ouverture. Et quand le plus important, c'est la méthode. En fait, un ministre doit être d'abord un manager. Choisir comment s'entourer, avec qui, avoir l'écoute, accepter le débat dans son cabinet, et sortir de ça les meilleures solutions. Et après, on a plus besoin d'un manager que d'un expert à la tête d'un ministère, même si l'un l'autre peuvent avoir... quand vous avez les deux à la fois, c'est parfait, mais chacun a son avantage. Donc, il faut juger le ministre de la Santé sur ses résultats, lui faire confiance. Au passage, féliciter l'ancien ministre de la Santé, qui est passé quand même président... Ali, je n'avais pas du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le grand jeu que le président fait, c'est de faire venir l'ami des journalistes au ministère de la Communication. Parce que justement, ce Amadou Koulibaly, que certains, peut-être, parce qu'il n'avait pas de photos sur Internet, les gens ne connaissaient pas. D'ailleurs, on a confondu avec Ali Koulibaly, et puis après, les gens ont corrigé sur les réseaux sociaux. C'était le premier communicateur du RDR à l'époque où le président Ouattara démissionne du FMI pour revenir. Il a été, pendant 3 mois, son chef de cabinet. Et pendant longtemps, il a travaillé à la communication. Donc, c'est quelqu'un qui est rompu à la tâche et qui arrive, et vous avez d'ailleurs vu sa première sortie, ce que ça fait, comme ce que ça a suscité. Donc, le président a simplement montré avec cette nomination qu'il a des enfants qu'il protège pendant longtemps, et qu'il cache même, et qui sort à un moment donné. Donc, cette nomination a suscité un engouement tel que les journalistes se disent, peut-être qu'à partir de maintenant, on va peut-être reprendre cette belle collaboration qui existait à l'époque. Et voilà. Pourquoi elle avait été rompue? Elle n'avait pas été rompue, mais vous savez que, je suis obligé de le dire, le ministre qui est parti, vous avez vu les critiques, pas parce qu'il n'était pas bon, mais parce que justement, il est resté très technocrate. Il a travaillé dans le cabinet du président, il a été chef de cabinet, mais il voulait travailler comme ministre technocrate, alors qu'un ministre de la Communication doit pouvoir être un journaliste quelque part, être l'ami des journalistes. Et on lui a un peu reproché cela, pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il avait aussi cette allure qu'on reproche au président d'être très, très froid, très distant, alors qu'en réalité, le ministre de la Communication doit être proche des journalistes. Ambroise Tétier. Oui, moi je compléter, hein. Oui, vous revenez pour compléter. Il n'a pas encore parlé. Ouais, je n'ai pas encore parlé. Ouais, on aura remarqué que c'est un changement dans la continuité. En plus, le président a tenu un discours qui est rassurant. Et pour tout le monde, il demande au ministre de faire preuve de plus d'humilité, d'être plus au contact des populations. Il l'avait déjà dit d'ailleurs. Hein. Et là, il revient là-dessus, ça devient comme une ritournelle. Ça veut dire qu'il y a un problème, qu'il a décelé, que les ministres ne sont pas très ouverts, qu'ils ne sont pas très accessibles. Et je crois que c'est un message que tout le monde a perçu et que tout le monde a approuvé. Et moi, le premier, d'ailleurs. Bien sûr. Faye Florentine, c'est aussi votre point de vue? Bon, moi, je vais aller sur un autre angle. Allez-y. Voilà, parce que, d'abord, ce nouveau gouvernement, nous notons une percée féminine, de la jante féminine, avec 3 postes régaliens aux femmes, dont le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Nous notons aussi celui de l'Éducation nationale et celui de la fonction publique. Nous félicitons cette femme, mais aussi nous sommes quand même inquiètes aussi pour l'aptitude de certaines. Pour le professeur Maritou Koné, qui a été mon enseignante, c'est une femme qui vraiment, à mon avis, peut faire beaucoup pour l'éducation nationale. Et puis, sur le nombre
des postes ministériels, c'est une avancée parce que le président Ouattara, en 2010, il avait promis faire un gouvernement de 20 personnes. Mais depuis qu'il est aux affaires, nous n'avons pas encore eu ce nombre réduit, et c'est la première fois que nous avons au moins un nombre réduit depuis qu'il est là. Donc, ce sont des actions un peu salutaires. Et puis, je dirais aussi que la longévité au sein du gouvernement du Premier ministre Patrick Achi est quand même est un atout. Parce que depuis 2000, le Premier ministre Patrick Achi a été membre au sein du gouvernement ivoirien jusqu'à maintenant. Donc, cette expérience pourrait quand même conduire ce nouveau gouvernement à la réconciliation nationale qui est quand même important pour la Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être réconciliée. Bien sûr. Au-delà de la composition, en fait, la composition, je pense qu'on juge mieux un gouvernement sur sa fin qu'à son début. C'est comme un match de foot, on peut condamner les choix, les accepter du coach, mais c'est les résultats à la fin qui vont donner raison à cette composition. Je pense, au-delà du débat sur la composition, le nombre, etc., le plus important, c'est les défis. Et ce gouvernement est en face de plusieurs défis importants. Le premier défi, d'ailleurs, on venait d'en parler là tout à l'heure avec le SE, c'est le dialogue politique, c'est la réconciliation. On est dans, heureusement, je pense que depuis 2011, on n'a jamais eu un environnement aussi favorable à l'apaisement, à la réconciliation et à la tranquillité. J'espère que le Premier ministre Patrick Achi, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Réconciliation vont pouvoir surfer sur cette vague-là. Deuxième défi pour moi très important, c'est le défi sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, on a passé un cap dans les attaques terroristes, quand on a subi de nouvelles attaques et cette fois-ci, affronter frontalement une base. Donc, il y a un défi sécuritaire qui est très important pour moi, en deuxième chose. Troisième chose qui marque, c'est le défi de la jeunesse, l'emploi des jeunes. Voilà, le chômage. Il faut que ce gouvernement-là réussisse à apporter des solutions à cette jeunesse-là pour lui redonner de l'espoir. Voilà. Et puis enfin, les défis les plus importants, éducation, santé. Ce gouvernement sera attendu là. Il aura encore la difficulté de la prouesse parce qu'effectivement, je donne un exemple tout bête. Quand un village n'a pas d'électricité, donc inaugurer de l'électricité, de l'eau potable, des routes, pendant des années, ça séduisait. Voilà. Aujourd'hui, le peuple sera plus exigeant parce qu'il a déjà vu ça. Voilà. Ce qui a été fait par le passé devient un poids pour le gouvernement actuel. Donc, ceux qui sont nommés ministres ou ceux qui ont conservé le poste peuvent fêter, mais il faut tout de suite se remettre au travail parce que les Ivoiriens attendent beaucoup, beaucoup de ce gouvernement. Il faut qu'on réussisse tout ce qu'on n'a pas pu réussir sur la décennie. Je pense que c'est beaucoup plus important que même la composition de ce gouvernement en soi. Très bien. Élisée ? OK. Seigneur. Moi, déjà, la première analyse que je peux déjà faire, hein, dans un premier temps, on a un nouveau gouvernement. C'est déjà rassurant parce qu'en l'absence de gouvernement, vous savez que pratiquement tout s'arrête en fait dans le pays. Donc, il y a une semaine ou deux pendant lesquelles on avait dizaine de jours qu'a duré l'absence de gouvernement, pratiquement tout était aux arrêts. Donc, le gouvernement a été mis sur place, donc les activités ont redémarré. Ça, c'est déjà un avantage. Mais moi, je dis en termes de nombre, c'est vrai que certains ont salué ici le fait que 18 soient sortis et que 13 soient rentrés. C'est relativement acceptable, mais je trouve le gouvernement, à mon humble niveau, toujours pléthorique. Moi, je le dis, et ça, je le dis en me référant même à la parole du chef de l'État, il y a quelques années de cela. Je pense qu'après 10 ans, le président Ouattara a récompensé suffisamment tous ceux à qui il était redevable. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de répondre de façon précise aux questions et aux problématiques des populations. Moi, 37 ministres, 4 secrétaires d'État, ça te fait 41. Je trouve que c'est encore excessif pour moi. Que d'autres efforts peuvent être faits. Surtout, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, c'est des ministères transversaux où on peut imbriquer les uns, d'autres ministères dans d'autres ministères pour vraiment réduire. Parce que le coût de la charge, déjà le poids des dépenses, c'est déjà important. Aujourd'hui, la population s'accroît. Les charges deviennent beaucoup plus nombreuses.
Mais quand on augmente nous-mêmes nos charges avec tous ces éléments de fonctionnalité, je trouve que c'est un peu beaucoup. Ça, c'est déjà la première chose. Sur la question des défis, Arthur, effectivement, est revenu sur tous les défis. Moi, pour moi, ce sont les défis. Dans 5 ans, on reviendra sur les mêmes défis. Parce que pour moi, c'est les défis régaliens d'un État, d'un gouvernement. Faire face à la santé, faire face aux infrastructures, faire face à l'éducation. Ça, c'est les défis régaliens. Aujourd'hui, ce que je pense que le gouvernement, le défi véritable que le gouvernement qui a été mis en place auquel doit faire face le gouvernement, c'est cette proximité avec la population. Sortons des bureaux de confort, sortons de nos positions de demi-dieu et allons au contact de la population. Le ministre, c'est le serviteur. Ça, il faut que tout le monde arrive à le comprendre aujourd'hui. Et ce gouvernement-là doit comprendre, et le président n'a pas manqué de le dire lorsqu'il a pris la parole face au ministre, le mercredi au Conseil des ministres, il a insisté sur la nécessité d'être très proche des populations. Je voudrais qu'on inverse cette donne-là, qui attend que le ministre soit dans son bureau et que toutes les informations lui remontent, mais que désormais, le ministre ait cette capacité-là à redescendre lui-même, venir chercher l'information au bas de l'échelle. Ça aussi, c'est important. D'accord. Félix Boni. C'est là que je rejoins Aristide qui salue notre ministre, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons la chance, sauf s'il change, sauf si l'homme change, nous avons la chance d'avoir un ministre qui est avant tout le frère, l'ami, le copain, le complice, le confident de plein de journalistes, Amadou, comme on l'appelle, Petit Amadou, Ams. Il a le contact de pratiquement tous les journalistes ivoiriens. Et je pense que c'est l'homme dont le bureau sera véritablement ouvert pour la presse, qui a suffisamment de problèmes aussi à régler. Mais il ne faudrait pas rejeter de la main les défis en disant que c'est le devoir régalien d'un État, parce que quand tu prends le cas de la santé, par exemple, il y a des problèmes très profonds. À l'heure où nous parlons, il y a une image qui passe sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui perd ses jumeaux au CHU de Cocody par simple négligence des agents. Parce que quand, tout à l'heure, Ali disait, on a nommé le ministre de la Santé en tenant compte de ses compétences en matière d'infrastructure. Il ne s'agira pas seulement de relever le niveau... Non, pas exclusivement ses compétences en matière d'infrastructure, entre autres. Entre autres. Mais il ne s'agira pas seulement de relever le niveau du plateau technique. Il s'agit même d'éduquer le personnel de santé. Et ces dernières années, on a eu beaucoup de cas comme ça qui ont transparu dans les journaux, où par négligence de quelques agents de santé, de sages-femmes et autres, des personnes sont mortes dans des hôpitaux. Donc ça aussi, c'est une question qu'il va falloir résoudre. Alors, entre parenthèses, Félix Boni, vous touchez du doigt un point très important. Même si on a le meilleur spécialiste dans toutes les spécialités médicales au monde, qu'on a un personnel médical de nos hôpitaux qui n'a pas un mindset, un état d'esprit citoyen, on ne peut pas avoir un système de santé adéquat. Je dis juste ça, je dis rien. Juste pour reprendre un terme du président de la République qui, depuis lorsqu'il faisait son dernier meeting dans le handball, parlait de l'ivoirien nouveau, il faut que ce gouvernement s'approprie ce concept de l'ivoirien nouveau, cet ivoirien qui se met au travail, qui aime son travail, qui fait son travail avec abnégation. Et ça, chaque ministre devrait donner l'exemple aux membres de son cabinet. Il ne faudrait pas que les ministres se plaisent dans les gyrophares, la grosse voiture, la plaque jaune, le bureau feutré. Mais un ministre, c'est un serviteur de l'État. Et je me réjouis que dans ce gouvernement, on voit beaucoup de technocrates qui sont nommés à des postes où je trouve qu'ils ont la compétence pour effectivement faire le travail. Tantôt, je crois que c'est le docteur qui citait, professeur Maria Tukone, qui est elle-même anthropologue de formation, qui mieux qu'elle pour donner encore une impulsion au ministère de l'Éducation nationale. Et je précise qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes l'avant-dernier pays en termes de classement au niveau de l'Éducation nationale dans l'espace UEMOA. Et dans un an, on va voir quel sera le classement, la place de la Côte d'Ivoire sous le professeur Marie Toukoné. En tout cas, ces jugements, nous allons les porter. Alors, si vous faites allusion au rapport PASSEC, ce sont dans les matières de la mathématique et lecture. Voilà, je tiens à faire cette précision parce qu'on en a parlé. J'attire très vite l'attention là-dessus. Ça veut dire que c'est un chantier qui attend notre nouveau ministre. Absolument. Si je prends par exemple le ministre, un secrétaire d'État, Cyril Do, je crois que c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois commandant des douanes et même qui a géré l'espace portuaire à un moment donné. Qu'on le nomme aujourd'hui secrétaire d'État aux affaires maritimes, je crois qu'il est bien dans son domaine. Ce monsieur, on doit lui demander des résultats dans ce domaine et je pense qu'il ne devrait pas faire beaucoup d'efforts pour nous donner des résultats. Alors, bien avant même d'attendre des résultats, il faut déjà qu'ils déclinent leur vision chacun en ce qui concerne. Ils vont le décliner bientôt. Je veux rejoindre également Élysée sur un autre point. Très bien. Je il y a plein de ministères, juste en 2 secondes,
Il y a plein de ministères qui se ressemblent, comme l'a dit, des ministères transversaux qui se ressemblent. Quand je prends le ministère de l'Emploi et le ministère de la Fonction publique, quand je prends le ministère de l'Environnement, le ministère de la Salubrité, le ministère des Eaux et Forêts, ce sont des ministères qu'on aurait pu véritablement réduire pour permettre à des directions générales de pouvoir effectivement faire le travail avec des ministres encore plus forts. Et cela, on a vu au niveau des mines. Aujourd'hui, les mines, ça accumule 3 ministères. Ministre des mines, du pétrole et de l'énergie. Ça accumule 3 ministères. Je suis sûr qu'il va mettre sur pied des directeurs généraux qui vont le rendre compte, peut-être de façon trimestrielle ou mensuelle. Mais je pense que trop de ministères, ça fait beaucoup de cabinets, beaucoup de carburant, beaucoup de charges salariales. Et ça, je suis d'accord avec Élisée sur la question. Arthur? Moi, je voulais réagir quand même sur l'effectif d'un gouvernement, etc. Souvent, dans tel pays, ils sont 17, ils sont 20. C'est un ensemble. D'abord, il y a ce que le président va estimer comme important pour lui. Voilà. Je peux aujourd'hui estimer que dans ma vision, par exemple, il y a la fonction publique, mais un aspect précis de la fonction publique, qui est la modernisation de l'administration, est quelque chose d'important pour moi en tant que dirigeant. Fondamental pour ma politique. Je le mets en place. Je lui consacre un ministère. Et quand un ministre, je lui consacre un ministre bien précis pour s'occuper de cette mission-là. Donc, à partir du moment où les missions sont définies, c'est l'arbitrage du président et du Premier ministre. Donc, et ne mélangeons pas les administrations. Il y a des pays où l'administration centrale n'est que là pour superviser ce que font les fédérations ou les régimes fédéraux. Donc, quand on parle de l'Allemagne, par exemple, qui a un nombre réduit de ministères, mais les Länder sont très forts en Allemagne. Ici, on a encore une administration centralisée. Donc, en fonction des missions, justement, quand on a beaucoup de problèmes, on va avoir beaucoup de ministères parce qu'on veut régler ces problèmes, on veut se consacrer à la résolution de ces problèmes. Deuxième chose sur laquelle je vais revenir, attention, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre le terrain et la réflexion et les décisions. Un ministre peut passer du lundi au vendredi au marché. Non, il y a un moment pour préparer les conseils des ministres. C'est parce qu'on lui demande. Non, je viens. C'est parce qu'on demande au ministre. Je viens. Il y a un moment à consacrer au conseil des ministres. Il y a un moment à consacrer aux décisions que toi tu dois prendre. Il y a un moment pour arbitrer. Il y a un moment pour juger entre les notes. Souvent, les conseillers... En fait, ce qu'Arthur veut dire, c'est qu'un ministre ne peut pas faire le job de tout le monde. Je suis actuellement d'avis avec Aristide. Mais quand le président de la République... Pardon, avec Arthur, mais quand le président de la République lui-même demande à ses ministres d'être proches des populations. C'est un constat qu'il a fait. On le laisse terminer. Proche des populations, mais il ne faut pas se laisser non plus omnibuler par cette volonté d'être que dans le guidon. Il faut avoir le temps de la réflexion, le temps de la planification stratégique. Comment font ces pays qui ont 13 ministres, 20 ministres et qui arrivent quand même à s'en sortir? Quand ils ont 13 ministres, 20 ministres... Ils n'ont pas les mêmes acquis que nous aussi, faut-il le rappeler. Ils n'ont pas les mêmes acquis, ils n'ont pas les mêmes directions. J'ai une administration vieille, une administration rompue à la tâche, qui fait que... Je suis d'accord, mais on habite facilement des choses. Oui. Voilà. Ici, c'est différent. Et ça dépend aussi des objectifs. En Europe, on n'aura pas de ministère contre la pauvreté. Ici, on a vu ces effectifs pléthoriques n'ont pas donné les résultats. D'accord, monsieur, on vous a bien compris. Alors, oui, Ambroise? Moi, le drame qui est survenu au CHU, là, ça m'interpelle, comme ça interpelle tout le monde. Et c'est un drame qui questionne même la conscience collective. Et c'est en cela que je reviens sur la notion d'ivoirien niveau qui me semble être en dormance actuellement. Il faut réactiver ça. Il faut réactiver ça, c'est très important pour le devenir de cette nation, parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller à tous les niveaux. Donc moi, je voudrais vraiment rebondir sur ce drame-là pour dire qu'il faut que l'ivoirien nouveau, le concept d'ivoirien nouveau soit encore relancé, que ça soit... que tout le monde se le réapproprie. À tous les niveaux. Qui quitte l'étape du concept pour être dans la réalité. Que tout le monde se le réapproprie. Bien sûr. Voilà. Et par glissement sensible, il faut que aussi les médecins, les professeurs, les policiers, tout le monde, tous les corps du métier se l'approprient parce que c'est à tous les niveaux qu'il y a les dérapages. C'est cela. Alors, Faye Florentine, justement, là, on parle de crise de valeurs dans toute la Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs d'activité. C'est aussi votre point de vue? Bien sûr. Il y a une vraie crise de valeurs. Les valeurs ont foutu le camp. Et donc, il est vraiment important aujourd'hui de changer la mentalité des Ivoiriens pour plus les amener à prendre conscience de leurs devoirs, surtout, des devoirs professionnels, surtout. C'est très important. De leur citoyenneté aussi. De leur citoyenneté aussi, parce qu'on n'a pas que des droits, nous avons des devoirs. Et ces devoirs doivent être bien remplis à quelque niveau que nous soyons.
Un observateur me disait que les Ivoiriens ont l'impression qu'ils n'ont que des droits et que le gouvernement n'a que des devoirs. Exact. Vous avez aussi ce sentiment? C'est malheureux. Oui. C'est malheureux, mais chacun, à son niveau, a son devoir qu'il doit accomplir. Et tu as sorti un mot qui est très important, la citoyenneté. Il n'y a pas de meilleur plaisir que de se sentir utile pour son pays. Mais quand on veut se sentir utile pour soi, c'est-à-dire pour sa simple poche, c'est là que se trouve la limite de la chose. L'individu, il va au travail juste pour avoir de l'argent. Il ne sait pas qu'il va au travail pour faire avancer son pays. Il ne sait pas que je suis médecin pour soigner les autres, que quand je soigne quelqu'un, lui aussi, il arrive à apporter lui aussi sa contribution au pays. Celui que vous soignez, il est peut-être celui qui va vous transporter demain dans un véhicule, un taximètre. Il est celui qui va construire votre maison chez vous. C'est-à-dire chacun à son niveau. Nous tous, nous sommes complémentaires. Mais malheureusement, les gens, ils travaillent juste pour de l'argent. Et je dirais, il faut le dire, l'argent facile et la corruption, la gangrène de la corruption ont pratiquement fait que la citoyenneté a foutu le camp en Côte d'Ivoire. Chacun travaille pour de l'argent. Il ne travaille pas pour voir ce qu'il fait. Alors, exactement, on a des départements ministériels sur lesquels on n'a pas fait de lumière, notamment ce département en charge de la lutte contre la corruption, porté par Zoro Epifane. À côté, pour civisme, il y a le service civique qui a été ajouté à la jeunesse. Exactement, au ministère de la Jeunesse. Justement, je pense que c'est une bonne combinaison. Oui. Parce qu'on a 70% de jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure. Le service civique était soit à l'armée ou à la jeunesse. En général, il se balade entre ces deux. Mais de toute façon, dans l'application, il faut les deux. Parce que... En parcourant vos quartiers, vos lieux d'habitation, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes Ivoiriens sont sensibles à la question du civisme? Non. Tous les Ivoiriens, même pas les jeunes. On commence par eux, parce que 70% de la population. Oui, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Lorsque nous étions à l'école, on nous apprenait le civisme depuis l'école. Ça continue. Et même l'élégance, la cravate, l'habillement. Tout ça, ça s'apprenait à l'école. Je ne sais pas, est-ce que maintenant, qu'est-ce que cela représente? Pour ceux qui ne se fourraient pas. Si tu ne te fourres pas, mais tu n'es pas coiffé. Élisée Bologo surtout. Alors, Ali, je voudrais surtout revenir sur un fait très important. Lorsqu'on détache la cohésion sociale pour donner au ministère de la Réconciliation, vous savez, la réconciliation, c'est pour les politiques de mémoire. Alors que la cohésion sociale a plus de 114 points qui composent la cohésion sociale. C'est un outil de développement. Et ensuite, lorsqu'on on transfère la francophonie du ministère de la Culture vers le ministère de la Communication, des médias et de la francophonie désormais. Donc, ce sont des symboles très importants et surtout que, comme je l'ai dit, Bellemonde a un poste très important parce qu'elle parle de l'autonomisation des femmes où elle a fait du bon travail pour venir maintenant à la solidarité. Et vous savez, le titre du programme du gouvernement RHDP lors de l'élection présidentielle, c'était la Côte d'Ivoire solidaire. Donc, il y a un besoin de solidarité parce que c'est un régime libéral à qui on a reproché de ne pas faire du social. Donc, ce gouvernement de mission est un gouvernement dont la mission principale, c'est non seulement de rassembler les Ivoiriens, mais de leur donner le bien-être. Le bien-être qui touchera toutes les assiettes. Et on pourra dire... Après les drames. Quel drame? Élisée? Ok, d'accord. Moi, pour tout ce qui est des ministères, tous les ministères sont importants. Ça, il faut le dire. On pourra même justifier encore la création de tous les ministères, même 50, 60, 70, on pourra toujours justifier. Parce que si le président l'a créé, c'est parce que certainement il a un objectif. Il arrivera toujours à les motiver. Mais moi, ce que je dis, pour moi, face à la crise des valeurs aujourd'hui, moi, il y a un seul remède, c'est l'éducation. C'est vrai, tous les autres secteurs sont importants, mais c'est l'éducation parce que c'est la base de tous les différents secteurs. Aujourd'hui, quand on nous parle de ce drame qui s'est passé au CHU, mais quand tu regardes la base, c'est la formation. Parce que des personnes qui sont réellement formées à ce métier et qui l'ont appris comme il se doit, ne peuvent pas se comporter comme ils se sont comportés. Quand tu vois ces jeunes gens, comme on le dit, qui aujourd'hui ne respectent plus rien, n'ont aucune notion du civisme, mais à la base, c'est l'éducation. Comme on pouvait le dire, cette anecdote que certainement chacun de vous a dû lire sur Internet, on n'a pas besoin de leur donner des fusils pour s'entretuer, empêchons-leur d'être éduqués et 5 ans viendra, le pays est détruit. Mais c'est une réalité. Si l'éducation reste dans un état précaire, il va sans dire que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, quelles que soient les meilleures politiques de réforme qu'on aura mises en place, on va déstructurer la nation. Et pour moi, c'est vraiment le cœur. Et c'est là qu'il va falloir que tous les Ivoiriens, comme un seul homme, s'unissent autour de la ministre et de son cabinet pour vraiment aider à ce que l'éducation puisse s'asseoir définitivement parce qu'il y va de la suivi de notre nation. Dans les grandes nations, on éduque, on encadre, s'il vous plaît. Dans les grandes nations, on éduque, on encadre, on sanctionne.
Et puis il y a de la dissuasion. C'est ça. Absolument. Donc il faut évidemment aller dans ce sens-là. Alors, messieurs, nous allons... Oui, Félix, rapidement. La rigueur, il y a la rigueur dans ce qui manque dans ce pays, comme à côté de l'éducation, c'est la rigueur. Il faut appliquer la rigueur partout. Et non seulement il faut appliquer la rigueur partout, mais il faut que les mérites, en plus de la rigueur, le mérite suive. Lorsque les méritants, par rapport à l'éducation, sont récompensés, tout le monde va suivre. C'est comme la politique de comment ça s'appelle cette politique-là en psychanalyse, il y a une politique, c'est-à-dire quand tu fais un peu plus d'efforts, on te récompense un peu plus. Ça permet à tout le monde d'être aligné. Mais lorsque les moins méritants gagnent, sont promus et érigés en valeur, font beaucoup de bruit, sont érigés en valeur, mais il y a plus de repères. Très bien. Arthur, rapidement, avant de passer au prochain sujet. Non, je veux dire, attention aussi, quand j'entends rigueur, j'entends tout, j'espère que ce n'est pas pour revenir au redoublement, pour revenir à des bacs à mention extra. Non, l'éducation, elle doit se porter... En fait, l'école doit aider tout le monde. À la fois les excellents, les boiteux, les moins brillants. Et notre société, notre système d'orientation doit pouvoir aider tout le monde. On n'a pas besoin... Je suis docteur, mais je veux dire, la société aussi, elle a besoin de tout le monde. Voilà. Et donc, il faut avoir ça, justement, des centres techniques, des choses. Il faut orienter en fonction des aptitudes. Merci. Donc, voilà. Parce que souvent, on est très élitiste. Attention, l'éducation, ce n'est pas l'élitisme. Voilà. C'est sur ça que je voulais intervenir. Très bien. Alors, messieurs, il y a eu cette déclaration du président Alassane Ouattara, une semaine après l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il assure que son prédécesseur et Charles Blé Goudé pourront rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaiteront. Une déclaration faite mercredi à l'ouverture du Conseil des ministres. Le premier du gouvernement, Patrick Hachi, Tiémé Dandje, Haroun Azeba. Messieurs Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo, ainsi que ceux des membres de sa famille, seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. L'affaire de la baguette de pain. Retour sur le plateau de NCI 360. Messieurs, ça y est, c'est terminé. Il n'y aura finalement plus de tension autour de retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Faye Florentine? Oui, c'est une décision salutaire et sage parce que le retour du président Laurent Gbagbo est un impératif. Et nous disons que c'est sage, c'est salutaire, mais si c'est accompagné d'actes concrets. Parce que nous avons... Le président Ouattara aussi a habitué les Ivoiriens à un double langage, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas être candidat, briguer un troisième mandat, aujourd'hui il est président. Donc quand il dit que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé peuvent rentrer, nous attendons quand même des actes concrets. Nous attendons des actes concrets parce que moi, personnellement, je me dis que si depuis le 31 mars, les partisans du président Laurent Gbagbo qui avaient été emprisonnés, les partisans civils, militaires, il y a par exemple Pilchéri Balé aussi qui est en prison, Justin Kouya qui est en prison, si ces personnes avaient été libérées, vraiment nous allons penser, ces actes concrets-là allaient vraiment donner quand même... présenter la bonne foi du président Ouattara. Donc, nous, à notre niveau, nous pensons que le président Ouattara doit accompagner cette décision d'actes concrets. D'actes concrets pour que nous puissions vraiment appréhender. Mais sinon, sans ces actes concrets, nous sommes un peu dubitatifs. Ambroise? Oui, moi, je suis quand même surpris du langage qu'elle tient. Pourquoi? Elle devrait saluer cette décision qui va dans le bon... Je l'ai saluée d'abord. Oui. Je l'ai saluée. Vous y avez mis un bémol. Alors, vous n'allez pas parler tous les deux ensemble. Ah oui, j'ai dit que c'est une décision salutaire. Mais on souhaiterait que ce soit accompagné d'actes concrets. On vous a bien compris, Mme Faye Florentine. Alors, voilà. Elle dit avoir salué, mais quand même, elle est sceptique. Voilà. À vous, allez-y. Quand elle y met un bémol, moi,
je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Comment elle peut associer cette décision qu'elle trouvait salutaire, que tout le monde trouve salutaire d'ailleurs, moi aussi, et comment elle peut associer ça à la décision de se briguer un autre mandat? Il y a un décalage. Non, vous ne m'avez pas écouté. Il y a un décalage. Ah non, alors, non, un total décalage. J'ai dit qu'il y a un décalage. S'il vous plaît, vous n'allez pas parler ensemble. Il y a un total décalage. Alors, je vais vous redonner la parole. Terminez. Voilà, allez au bout de vos idées. Voilà, il y a un total décalage. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas dans la même proportion. Ça, c'est une décision qu'il avait prise et que ce qu'il a dit, lui-même qualifié de cas de force majeure, hein, est survenu et il a dû faire un rétropédalage qui s'explique. Voilà, qui s'explique. Donc, on ne peut pas allier ça à une décision qu'il prend, qui va dans le sens de la réconciliation pour y mettre un bémol. Ça, je ne comprends pas. Elle fait la fine bouche, je ne comprends pas. D'accord, c'est bien entendu. Félix? Moi, depuis plus d'un mois et demi, je disais qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle dynamique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une dynamique de réconciliation, de restauration de la cohésion sociale, une dynamique de décrispation de la scène politique. Et on voyait venir, je n'étais pas surpris de la décision que le président de la République a prise. En termes d'actes concrets, je dirais que le fait même qu'il dise qu'il est prêt à prendre en charge tous les frais de voyage de l'ex-président Laurent Gbagbo et sa famille montre déjà sa bonne disposition à les faire rentrer. Toutefois, je comprends bien effectivement aussi ce que dit Dr Fayet. Alors, les concernés eux-mêmes, Charles Blé Goudé notamment, a fait plusieurs interviews dans lesquelles, lui, il est confiant dans la bonne foi du président Ouattara. Absolument. Toutefois, il faut comprendre aussi les postures quand même de ceux qui sont de l'opposition, qui ont quand même des parents encore détenus en prison. C'est le cas de PDCI, RDA. Lorsqu'on parlait de ce que vous allez rentrer au gouvernement, ils se sont dit non. On a des préalables parce qu'on a des gens en prison et Pulchérik Balé et tous ces gens qui sont des pro-Gbagbo qui sont en prison, je pense que ce sont des gens qui seraient heureux d'accueillir leur leader en sortant également de prison. Donc je pense que ce que Dr Fayet demande, c'est que l'acte, ce grand acte soit accompagné de petits autres actes qui vont permettre à la joie d'être véritablement totale, à cette dynamique de décrispation d'être effectivement totale, que tous les Ivoiriens se retrouvent. Parce que je pense que quand on regarde dans les yeux du président Ouattara, c'est vers cette vision, cette Côte d'Ivoire unie, réunifiée, qui forme une véritable nation qu'on est en train de tendre. Je ne serais pas surpris que dans 1 an ou moins de 2 ans, nous ayons un gouvernement où des gens vont venir de toutes les tendances politiciennes pour se mettre ensemble, pour travailler ensemble. Et moi, je peux rêver à ça parce que je vois que ces années-là ont compris leurs erreurs et ils sont en train d'essayer de se rattraper pour nous léguer un héritage nouveau pour que la Côte d'Ivoire puisse aller toujours de l'avant. Oui, Ali, j'avais déjà dit qu'après le 31 octobre 2020, il se produira un miracle en Côte d'Ivoire. Et c'est en train de se produire sous nos yeux. On a vu cette décision du chef de l'État saluée par l'ensemble de la classe politique ivoirienne, même africaine, hein, et même au-delà. Donc aujourd'hui, moi je pense que la balle est dans le camp du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, parce qu'on leur donne, le président de la République, qui est le chef de l'État, chef suprême des armées, donne l'autorisation de revenir, de prendre en charge les frais de voyage. Il faut qu'il se décide à rentrer et qu'il s'organise aussi correctement pour rentrer. Parce qu'il y a aussi des problèmes dans son camp. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ils sont divisés. Et ces problèmes, je les avais déjà évoqués ici. Et docteur Sylvain Guessant m'avait dit que je ne devais pas le dire, donc je ne le dis pas aujourd'hui. Donc, mais il y a des problèmes. Il faut qu'il règle ces problèmes parce que nous aussi, les partisans du président Laurent Gbagbo, qu'on appelle les GOR, nous appellent, nous écrivent inbox pour nous dire des choses, pour nous dire qu'ils sont attachés à certains principes. Donc, il faut qu'il organise tout ça. Et je pense que Laurent Gbagbo, c'est un homme d'État, c'est un grand homme politique. Et je crois qu'il saura, parce qu'il est grand, il saura organiser son retour. Et tout le monde attend que les enfants de Côte d'Ivoire reviennent, s'installent en Côte d'Ivoire et, comme a dit Félix, qu'on se retrouve comme on se retrouvait avant et qu'on fasse de cette Côte d'Ivoire qui soit le phare qui va éclairer le monde. Olivier? D'accord. Moi, je voudrais, en fait, à la suite de tout ce que j'ai entendu, dans un premier temps, saluer vraiment l'intervention du chef de l'État. Pour moi, c'est une déclaration que tout Ivoirien doit saluer. Je respecte la position de ceux-là qui sont sceptiques, parce qu'ils estiment qu'il y a eu souvent des déclarations et puis après, il y a eu des volte-face. C'est leur droit le plus absolu. Et d'ailleurs, surtout pour ceux qui peut-être ont des parents en prison,
je voudrais vraiment compatir sur le plateau à leur souffrance. Ce n'est pas facile d'avoir un parent, un proche qui soit détenu, et ça, je compatis entièrement. Mais je pense que, comme pouvait le dire Blé Goudé il y a quelques jours de cela dans une interview, l'heure de la belligérance est passée. Il faut que tous les Ivoiriens puissent comprendre ça. Aujourd'hui, on est en train de construire une nouvelle Côte d'Ivoire. On s'est tous mesurés, comme on le dit souvent dans le langage ivoirien, on s'est mesurés, puis chacun connaît aujourd'hui la position de son ami. Il n'y a plus quelque chose de nouveau qu'on va montrer à nos camarades. On se connaît, on connaît nos positions. On a vu que toutes nos divergences, nos conflits, là, ce que ça a donné comme résultat, c'est tous ces milliers de morts, ces personnes emprisonnées, des gens qui ne peuvent plus revenir à la vie. Arrivé à un certain moment, il faut savoir dire stop, il faut regarder en avant, il faut être optimiste. Et ça, c'est vraiment le message que je voudrais qu'on puisse tirer des propos aussi bien du chef de l'État, mais que de l'interview que Blé Goudé a donnée il y a quelques jours de cela, où il a dit désormais, lui, il sort de la logique du face-à-face pour la dynamique du côte-à-côte, pour aller à la réconciliation. Et ça, je pense que c'est un langage auquel tous doivent pouvoir prêter une oreille attentive. C'est important aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fasse le pas de la stabilité, le pas de la cohésion. Très bien. Vraiment capital. Florentine? Oui, je disais que le président Laurent Gbagbo aussi est prêt pour la réconciliation nationale. Voilà, il doit rentrer parce que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des Ivoiriens. Ils ont été à la CPI pour un mandat, pour un procès qui a duré 10 ans. Et aujourd'hui, ils sont acquittés, donc ils sont libres de rentrer dans leur pays. Donc, il est tout à fait normal qu'ils reviennent dans leur pays. Mais ils reviennent pour la réconciliation nationale. Mais quand on sait qu'il y a des partisans du président Ouattara qui brandissent des emprisonnements à leur arrivée, il y a tout ça aussi qui inquiète. Donc, vous devrez comprendre aussi que nous sommes sceptiques quant à cette Le président Ouattara, c'est le premier magistrat du pays. S'il a dit, ça veut dire qu'il n'y a plus de question de procès. Non, enfin, voilà. Mais c'est tout à fait normal que nous soyons sceptiques. Docteur Faye, voilà. C'est le président Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire, non ses partisans. Et il a démontré depuis qu'il est au pouvoir que c'est un homme d'État rigoureux et qui ne se laisse pas... Est-ce que ces décisions s'imposent au pouvoir judiciaire? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là aussi, justement, c'est vrai qu'il est le président de... Il est le président, c'est vrai, mais c'est pour ça que je disais laissez la dame terminer. Aussi à un double langage. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure du troisième mandat. Et donc, c'est tout ça qui nous fortifie aussi dans ce scepticisme. Excusez-moi, docteur Faye, je suis entièrement d'avis avec vous. C'est votre droit le plus absolu d'être sceptique. Mais vous voyez, quand vous avancez l'argumentaire du double langage, on pourrait vous opposer l'argumentaire du double langage de Laurent Gbagbo qui lui a donné le sobriquet de boulanger. Qu'est-ce que vous allez répondre? Donc, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se lève au-dessus de ce débat-là et qu'on puisse, à un moment, accepter de se faire confiance. Comme le disait, je le dis, Blé Goudé il y a quelques jours de cela, acceptons de nous refaire confiance à nouveau. Maintenons la parole. Soyons vraiment des personnes qui nous limitons à la parole et ne voyons pas forcément la roubladise dans tout. C'est ce que vraiment je veux dire. Nous saluons cette initiative, nous saluons cette décision, mais nous disons que nous attendons des actes vraiment concrets. Pourquoi? Alors, les actes concrets... Nous sommes aujourd'hui des Saint Thomas. Bien sûr, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voulons voir pourquoi. Faye, Florentine. C'est tout à fait normal. Alors, des actions concrètes, le président Ouattara a dit qu'il est prêt à tout mettre en œuvre pour qu'il rentre quand il le souhaite. Est-ce que les actes concrets aujourd'hui, ce n'est pas dans le camp du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui décident par exemple de rentrer tel jour de mettre tout en place pour rentrer effectivement? Il y a toute une procédure, parce que c'est la CPI aussi, il y a le greffier de la CPI aussi qui entre en jeu. Ce n'est pas une simple personne qui est en voyage et qui peut décider de rentrer quand elle veut. Le président Ouattara a pris cette décision. Nous attendons aussi que la CPI, par ses différentes démarches, tout soit clair afin que le président Laurent Gbagbo puisse venir. Les partisans du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé les attendent, se préparent à cet effet. Et donc, voilà. D'accord, très bien. Ambroise? Moi, je voudrais quand même qu'on accorde le bénéfice de la bonne foi au président Ouattara, qui a pris une décision qui satisfait tout le monde et ne pas y voir malice, dire qu'il a un double langage, et à partir d'une décision qu'il avait prise et qu'il est revenu là-dessus. Mais je trouve que c'est hyperbolique de dire ça. Parce qu'il a dit, le président Gbagbo et Blé Goudé peuvent rentrer quand ils le veulent. Ça, tout le monde doit applaudir ça, moi, de mon point de vue. Tout le monde doit applaudir ça. On ne doit pas chercher la petite bête toujours. Donnons-lui bien sûr la bonne foi et puis attendons que les choses se passent. Parce que tout le monde veut la réconciliation aujourd'hui. On est tous fatigués de la belligérance, comme il a relevé. Blé Goudé a dit, et on revient tous sur le discours de Blé Goudé qui
qui va pour tout le monde dans le bon sens. Sortons de la belligérance et allons au côte à côte. Nous en sommes sortis, mais nous voulons voir. Mais quand vous parlez de double langage, alors qu'il n'y a pas lieu... Attendez. Non, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, c'est moi qui distribue la parole. J'ai l'impression que vous êtes en train de refaire le même débat, encore et encore. On s'est bien compris. Ben voilà, Arthur Banga. Nous sommes d'ailleurs au terme de l'émission. Arthur Banga, rapidement. Juste dit que le choui, c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit quand je parlais du gouvernement, on est dans une ambiance qu'on n'a pas retrouvée depuis bien longtemps. Les signes sont positifs de réconciliation, de retour. J'espère juste que ce côte à côte, cette réconciliation ne signifie pas la fin de la vie politique et qu'on aura toujours des débats de l'adversité politique dans le sens démocratique du thème. Voilà. Je pense qu'on est bien parti pour l'instant. Ce que le président Ouattara a pris comme décision, c'est excellent. Et attendons, espérons. Mais je pense que moi, je crois en cette parole. Félix Boni, 30 secondes, ça vous suffirait? 20 secondes me suffisent. Allez-y. Je voulais juste signifier que ces propos, le président Ouattara ne les a pas tenus à un meeting ou dans un autre cadre. Il les a tenus à un conseil des ministres. C'est une décision que le président de la République, le premier magistrat du pays, a prise. C'est-à-dire le ministre de la Défense et de la Justice qui est là, prend acte et exécute cela. C'est-à-dire le premier magistrat du pays a parlé et à une occasion bien solennelle, particulière. Ce n'est pas un meeting dans une localité quelconque, mais à un conseil des ministres. Donc je pense qu'il n'y a pas à douter de cela. C'est ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est... Décidément, si chacun veut ajouter quelque chose, on ne s'en sortira pas. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Félix Boni, journaliste éditorialiste. Aristide Nkenda, Élisée Bologbe. Vous êtes tous les deux aussi journalistes éditorialistes. Arthur Banga, historien, analyste politique. Docteur Fayet, Florentine, universitaire, enseignante d'histoire et présidente d'un mouvement de soutien de femmes pour le président Laurent Gbagbo. Ambroise Tiettier, journaliste éditorialiste. Merci à vous d'être venus débattre ce soir d'un NCI 360. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.